Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le décrypteur de ce dimanche 12 juin 2022. En l'absence, bien sûr, de notre collègue Angèle Tobola, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Nous recevons une fois encore pour vous le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Sire, une pensée pour Angèle, donc comme vous l'avez si bien dit, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, sur nos différents plateaux de ce matin, la question relative à la relecture des tests fondamentaux des médias est revenue plusieurs fois. Agapit Napoléon Maforican, pourquoi cet état de choses? Permettez-moi au début de cette édition que j'ai une pensée pour une personnalité qui a marqué ces 30 dernières années de notre pays, pour ne pas dire depuis 90, depuis après la conférence nationale. Mais il marquait déjà l'histoire, parce qu'en ce moment-là, il était déjà en poste en Algérie comme ambassadeur, si je me trompe, mais qui a marqué le monde des médias par son passage à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous comprenez que je vais nommer Le président Théophile Atta. le président Théophile Atta, qui nous a quittés, qui mérite les honneurs de la République. Qui mérite les honneurs de la République. Et Théophile Atta, je n'exagère rien, mais c'est l'un des meilleurs Béninois que j'ai pu connaître, moi, de mon temps. Il y en a quelques-uns, mais il en fait partie, selon mon classement, selon l'expérience que j'ai pu faire depuis que je suis conscient et depuis que j'analyse, depuis étudiant, les faits, les actes, les hommes pour les acteurs politiques. Je pense que c'est l'un des meilleurs. C'est un Béninois de grande valeur, de haute valeur, de grande humilité, d'une disponibilité terrible, et puis un père, un humain, un homme humain. Je suis tout à fait. La tautologie est peut-être permise là. Surtout quand il s'agit de Théophile Atta. C'est un Béninois grand, un grand Béninois, quelqu'un d'immense. Il est frêle, belle posture, belle allure, mais un monsieur d'une très haute valeur. Je voudrais. Ces derniers temps, j'ai souhaité des collègues et m'amène vers lui pour que je lui dise quand même toutes mes civilités, mon plaisir et tout ce que j'ai gardé de lui. Mais on n'a pas pu, c'est dommage, je lui fais cet hommage à titre posthume. La dernière fois qu'on a échangé, c'est lui qui avait appelé. Il me disait ceci: j'ai cherché votre téléphone, je n'avais plus connaissance de où vous étiez. On m'a dit que j'ai à la télé, je vous ai suivi quelques fois et je suis fier de vous. Continuez ce que vous faites. Il y a un peu plus d'1 an. Voilà, j'ai voulu lui rendre l'appareil, aller le voir à la maison. Je n'ai pas pu. Et voilà. Donc, je salue sa mémoire. Je dis, la nation lui doit des honneurs. Ça dépend de la manière, les autorités qui choisissent. Et il y a sans doute un protocole d'État. Mais je pense que au niveau de la HAC, on doit pouvoir le faire. Au niveau de l'Assemblée nationale, dont il était vice-président, on doit pouvoir le faire. Et au niveau du gouvernement, bon, ça c'est l'État. C'est l'État et son protocole, ça dépend de comment le protocole est fait à ce niveau-là. Mais c'est quand même, vous voyez quelqu'un qui était ambassadeur, ministre, député, vice-président de l'Assemblée, président de la HAC, c'est pas n'importe qui. Il est universitaire. Alors à la base universitaire. Donc c'est pour dire que c'est un homme de culture, de plusieurs horizons. C'est un vaste, un grand Béninois qui nous a expliqué, qui nous a quitté. Personne n'âme, et j'espère que le Tout-Puissant l'accueillera dans sa céleste demeure, comme on l'a dit souvent. Dans son céleste royaume, voilà, dans sa céleste demeure. Personne n'âme, voilà. Alors, vous l'avez sûrement côtoyé, une anecdote que vous avez gardée de lui? Et au moment où nous quittions, vous savez, Théophile Atta, c'est la 4e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors donc, donc on a fini l'installation de la 4e mandature au palais de la République. C'est le président Yahi qui les a installés. Et voilà, nous on devrait, quand vous quittez le palais, il faut retourner maintenant à la HAC pour la passation technique. Donc, il s'est enfermé avec le président Ali Jato, père son âme. Voilà encore un de grands. Donc, ils sont restés. Vous voyez, la fin de notre mandat à la HAC a été marquée par des polémiques, enfin, par un certain nombre de publications. Voilà, l'aide de l'État, notre aide a disparu, parce que nous avions été une mandature de rigueur. Et donc, étant de cette mandature, il a été un peu
porté en triomphe, enfin pratiquement pas toute la profession, en tout cas la presse écrite, bon, j'y allais, les gens nourrissaient de grandes attentes. Et bon, ils ont été un peu déçus à la fin parce qu'ils pensaient qu'un conseiller pouvait tout faire. Donc, ils comptaient sur vous, sûrement. Ils comptaient beaucoup sur moi, beaucoup, et vous savez de quoi je parle. Ils comptaient énormément. Ils ont été déçus et ils l'ont battu, ils l'ont manifesté. Donc, le président Nata qui a suivi tout ça, quand il a fini avec le protocole, avec le président Ali Jato, il a demandé à rencontrer son bureau. Déjà au palais, quand je suis rentré, il m'a vu, il était installé devant les autres. Il s'est levé à M. Mafolkan, nous avons été fiers. Nous sommes fiers de ce que vous avez fait, comme moi je vous ai suivi. Merci pour ce que vous avez fait à la... Donc, nous allons essayer de poursuivre un peu comme vous. J'ai dit non, Monsieur le Président, c'est trop d'honneur. Mais dans le bureau du président de la RAC, une fois que les deux ont fini de se parler, il a reçu le bureau dans lequel, je pense que le président Iréna Gossa se rappelle peut-être, il nous a dit, vraiment, ce que vous avez fait est tellement immense. Les professionnels ne peuvent pas savoir tout le bien que vous leur faites en prenant ce type de mesures préventives, correctives, futuristes. Mais ils le sauront. En tout cas, nous, moi, je le sais, et je peux vous assurer que je m'appesantirai avec mes collègues à ce que ça soit préservé. Effectivement, cette mandature, pratiquement, nous a associés à tout ce qu'elle a fait. Nous a associés à tout ce qu'elle a fait. Les séminaires, les rencontres, nous l'avons été. On a fait beaucoup de choses avec eux. Vous avez initié beaucoup de choses avec lui, pour le président Théophile Nata, Edouard Loco, vice-président, Feu Apouva Célestin, qui était le rapporteur, et donc président de la commission des lois, enfin la commission de la législation, Kimba Basséguéré, donc le doyen Joseph Ogunchi, le doyen Agbonon, voyez, c'est un Rofa Yacobi, donc il y avait pratiquement 5 professionnels des médias sur les 9. Et puis le président Nata comptait beaucoup sur les présidents. Donc il s'appuyait sur les professionnels des médias qui étaient là. Et ces professionnels ont répondu. En tout cas, moi qui fus là, avant eux, j'ai apprécié leur passage parce que j'ai estimé que nous avions pas autant de professionnels et nous prêchions presque dans le désert. Et eux, ils ont eu l'écoute d'un père et d'un homme politique, mais d'un père, et qui a su se donner la posture. Donc, il a su faire le dos rond pour écouter les professionnels et pour leur donner la main. Et chaque fois qu'un dossier arrive, c'est eux qui sont écoutés. Et ça, Edouard Loco est là, il peut bien témoigner. Donc, voilà un peu, c'est pas une anecdote, c'est vraiment un témoignage. Je peux en dire d'autres, et j'avoue que j'ai gardé de cette 4e mandature très bon souvenir parce qu'il y avait à sa tête un certain Théophile Nata. Alors, vous le disiez, hein, vous avez gardé de très belles impressions de cette mandature-là. Est-ce que, selon vous, cette mandature-là a été vraiment profitable pour la presse béninoise? Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est discutable. Les mesures de régulation ne sont pas toujours des mesures acceptées. On va dire, oui, il y a eu la déconnexion de RFI lors du 50e de Bien sûr, oui. On me dira que le Bénin libéré a été fermé en ce moment-là. Oui, il y a des mesures discutables, c'est sans doute difficile, mais c'est des mesures de régulation. Et aucune personne n'aime la régulation. Déjà chez nous étions enfants, moi quand j'étais jeune, très jeune, je n'aimais pas les régulations. Quand on me coupait, quand on me bloquait, quand on m'empêchait, je pestais. Et aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai des enfants qui pestent, qui boudent quand je prends certaines mesures de parents. Voilà, vous savez qu'il y a des réformes qui sont difficiles à vous voyez déjà, exactement, dans le pays, vous voyez déjà comment les réformes ne sont pas acceptées. Dans la profession, j'ai été au cœur, accompagné par beaucoup de conférences, de beaucoup de changements lors des États généraux de 2002. Ça a été pas aussi facile. Beaucoup ont pesté, ont boudé. Donc, vous comprenez que, oui, cette mandature-là, qui a poursuivi dans la direction que nous avions donnée dans beaucoup d'aspects, mais qui a aussi voulu marquer son passage, a pris certaines décisions, peut-être sur lesquelles personnellement je ne suis pas d'accord, mais c'est leur mandature. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans l'intérêt, en tout cas ils exprimaient, ils croyaient fortement que c'est dans l'intérêt de la profession. N'oubliez pas, la RAC, c'est une institution de la République en charge de protéger la liberté de la presse. Mais ce n'est pas la RAC qui gère la liberté. C'est les professionnels eux-mêmes qui prennent leur
qui doivent prendre leur destin en main. Je pense que cette 4e mandature a fait de son mieux. C'est vrai, nous avions mis la barre très haut en tant que troisième mandature. On a pris beaucoup de mesures coercitives, délicates, difficiles. Ils ont pu poursuivre dans certaines mesures. Et ils ont pris d'autres. Et je pense que c'est la mandature qui a quand même... enfin, moi je parle parce que c'est moi, c'est la 3e. Donc, ils ont fait de leur mieux, on peut le dire. Donc, vous voulez dire simplement par là qu'ils ont tissé la corde à l'ancienne. Merci. Je pense que vous avez fait une bonne conclusion. Ils ont touché. Comme on le dit réellement, ils ont mis en exécution cet adage de tisser l'ancienne corde. La nouvelle corde sur l'ancienne. Agapit Maforican, Agapit Napoléon Maforican, voilà. D'autres sujets aujourd'hui, on fait débat sur le dimanche, c'est politique, c'est bien sûr ce rapport de l'audit des dépenses effectuées dans le cadre de la riposte anti-Covid. Cette actualité-là fait toujours polémique. Dites-nous pourquoi autant de polémique autour de ce rapport-là qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Écoutez, d'abord, pourquoi un rapport comme ça se retrouve dans les réseaux sociaux? C'est la question. Bien, mais on ne veut pas s'appuyer là-dessus. Vous savez, comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Ange Banoé ou c'est je ne parle pas du head chef de Louis Assoba. Nous sommes allés à l'heure d'éthique. Et aujourd'hui, tout est public. Tout est public. Donc les gouvernants doivent s'en rendre compte, doivent déjà s'en convaincre et faire beaucoup attention. Ça, parce que cette question, moi, régulateur, responsable de médias, responsable de défenseur de liberté, défenseur des droits, je le suis. C'est une question que je me pose toujours. Lorsqu'un document privé se retrouve sur la place publique, je me dis, mais pourquoi quelqu'un a mal joué, quelqu'un a faux joué, quelqu'un a trahi, quelqu'un a rompu le contrat de confiance. Et pour quelle raison? Qu'on a eu en lui, sans doute, pour faire un effet. Et quand c'est publié sur le site du ministère, moi je pense que ça prend déjà beaucoup de temps. Les têtes ne tombent pas, et c'est dommage. Les têtes ne tombent pas, et c'est dommage parce que dans un pays, vraiment, dans d'autres ailleurs, on aurait déjà sanctionné. Dans tout cas, mesures conservatoires contre certains. Parce qu'on ne peut pas, à moins que le ministre dise, c'est pas volonté que j'ai laissé publier. Alors, comment il va laisser publier et dire, on va donner des explications? Donc, quelque chose a mal tourné là. Et déjà, lorsque c'est comme ça, il faut voir déjà un certain nombre de jeux en cours, de jeux politiques. De jeux politiques. Donc, moi, pour aller pour laisser une analyse de loin, je soupçonne des jeux politiques. Ouais, ça, je suis sûr, bon, voilà. Puis on parle déjà de l'après-talon, il y en a déjà. L'après-talon ne peut se jouer que par les princes autour du talon, c'est-à-dire que les responsables, les gens qui côtoient le chef, qui connaissent le chef. Donc, et comme bon, peut-être qu'on soupçonne déjà. Moi, j'ai pu entendre dans des forats, quand le président Talon a demandé que son ministre des Finances l'accompagne dans sa présidence de l'UEMOA, j'ai entendu déjà, c'est déjà son dauphin. Donc si les gens pensent déjà que le ministre d'État Romi Awada, il peut être un dauphin potentiel, vous comprenez qu'il ne doit pas être le seul et qu'il y en a d'autres. Et donc, certaines choses commencent déjà par fuiter, comme cette publication dans un magazine où on parle de lui, un peu trop à mon humble avis. Tout ça peut faire... Moi, un analyste regarde ça avec beaucoup d'attention et dit attention, la cacophonie peut commencer. Nous avons analysé plusieurs régimes dans leurs dernières années de fin. C'est-à-dire, après 2 ans, 1 an et demi, 18 mois après le nouveau mandat, on a l'impression que les faits veulent reprendre. Donc, il est important que le président Talon et son équipe, qui ont su bien jouer depuis 2016, travaillent à discipliner la troupe et à mettre de l'ordre. Vous soupçonnez des mains tapis dans l'ombre déjà? Non, ce n'est pas tapis dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est de bonne puisque là, les responsabilités n'ont pas encore été situées. Oui, moi, je ne veux pas jouer, je ne suis pas un juge. Moi, j'analyse. Je dis, Soukérékou, on l'a connu. Sous Soglo, on l'a connu. Les derniers moments, du premier quelqu'un déjà,
Il y a déjà ça, cette situation de cacophonie. Sous Kérékou, on a connu ça, cette cacophonie. Sous Boni Yahi, on a connu cette cacophonie. Et déjà, ça fait un début de situation délicate, où lorsque quelqu'un comme ministre Wadaï exposé, ça commence par arriver de ces gens, il y a à analyser concrètement, politiquement, les causes politiques. Les causes politiques. Après, on peut rentrer dans le fond pour dire, bon, il faudrait quand même que la lumière soit faite. Les Béninois attendent qu'on leur explique dans les détails comment ces milliards-là ont été gérés. Et pourquoi la Cour des comptes a su trouver à dire, est-ce que les magistrats financiers ignorent les procédures financières normales? Est-ce que les magistrats financiers ignorent que dans le feu de l'action, le Covid n'est pas encore terminé, et qu'après un an, après certaines dépenses, on n'est pas encore en mesure de tout justifier. On ne soit pas encore en mesure de tout justifier. Ils le savent. Alors pourquoi en arrive-t-on là? Il faudrait que ça s'explique. La Cour des comptes a un service de communication. Je pense que normalement, ce n'est pas donné à la polémique, mais c'est expliqué. Le ministère a promis des explications. Il faudrait qu'on en ait pour qu'on évite cette polémique, à mon humble avis. Les procédures, il faut les expliquer. Il faut les expliciter pour les nuls, c'est-à-dire pour les gens comme moi, comme vous peut-être, qui avons toujours qui ne connaissent pas trop les procédures de décaissement et de justification. C'est quoi le décaissement par mandat? C'est quoi le décaissement par ordre de paiement? C'est quoi? Comment on justifie les OP? Quelle est la durée? Ça a été dit. Mais, ouais, le politique va prendre le pas sur le technique. Et donc, il va falloir une communication également pédagogique, une veille pédagogique sur ce dossier pour que ça ne soit pas le dossier, comme dirait l'autre, de l'été. Alors, vous savez, la Cour des comptes, on pourrait le dire, est déjà peut-être à sa première expérience en produisant un tel rapport. Mais déjà, si un rapport qui est audité, qui a fait une demande d'audit, un audit qui a été commandité par la Cour des comptes de la Cour suprême, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a mal donné à un niveau donné? Non, vous voyez, j'ai déjà réglé la question politique de dossier. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie d'apprendre aux personnalités leur travail. Un analyste, il se donne les moyens de dire, de poser, d'ouvrir des pistes. Mais il ne peut pas juger. Je ne peux pas me mettre. Comme je le dis, si le rapport a quitté la Cour des comptes, le rapport est publié sur le site du ministère des Finances et de l'économie. C'est là, de l'économie des Finances. C'est là le problème. Ce n'est pas un rapport fuité dans la presse. C'est un rapport porté. Donc, quelqu'un qui est responsable. Sur un site officiel. Non, pas un site officiel. Sur le site gouvernemental. Ça veut dire quoi? Normalement, qu'on a voulu au ministère des Finances publier ce rapport. Ça, c'est pour que c'est un rapport définitif. Alors, est-ce que ce rapport-là est définitif? Voilà une première polémique. Pourquoi il se retrouve sur un site aussi officiel? Deuxième, ce n'est pas le ministre qui a demandé, qui a pu oser le faire et dans quelle direction? Administrativement, il y a des règles. Moi, ce qui me surprend, c'est que jusqu'à présent, aucune règle administrative n'est encore appliquée envers qui est peut-être l'auteur d'une telle fuite. Ça ne peut pas être normal quand même qu'une autorité du ministère décide, en dehors du ministre, de poster un rapport du genre. C'est des rapports qui doivent aller au gouvernement, au conseil des ministres, ou bien à un comité interministériel. C'est 3 ministères au moins. Donc, il y a des questionnements. Même si la Cour des comptes concluait, ce n'est pas la première fois qu'une polémique existe. En France, on a des rapports de la Cour des comptes où l'exécutif n'est pas d'accord. Elle produit après. La Cour des comptes, elle est dans son rôle. Moi, je ne veux pas rentrer dans sa procédure. Je ne connais pas. Je ne suis pas de la Cour. Mais je ne suis pas un sachant de la procédure financière. Donc, je ne peux pas. Mais je suis quand même de la procédure politique, oui, j'en suis un. Et donc, je peux dire que quelque chose a mal tourné là. Et il faudrait déjà qu'il y ait une communication en phase déjà avec cette mal-donne. Quelqu'un a voulu diffuser ce document. Et il l'a fait sur le site du ministère. Est-ce que le ministre a validé?
Si le ministre n'a pas validé, il y a faute. Il y a faute, il y a manifestement une envie de nuire. De nuire non seulement à l'image du ministre, mais c'est de nuire à l'image gouvernementale. Et donc, garder les gens qui ont su créer de telles situations pose un problème quand même. Et c'est pour ça que je demande que, humblement, parce que le président connaît comment il fonctionne, quand même qu'il va falloir qu'il faille resserrer et redéfinir les approches. Les approches de communication ne peuvent pas être les mêmes quand on est arrivé, ne peuvent pas être les mêmes lors du premier quinquennat que lors du second quinquennat. Il n'y a que, nous sommes dans l'autre phase maintenant du pouvoir du président Patrice Talon. Et cette phase, c'est la phase descendante. C'est la phase descendante. Et comme c'est la phase descendante, vous voyez la vieillesse, quand vous avez été tout suprême, et quand vous commencez à vieillir, vos forces vont vous lâcher, veut ou veut pas. Vos hommes vont vous lâcher, veut ou veut pas. Vos puissances spirituelles vont vous lâcher également. Peuvent vous lâcher, ils peuvent. Si vous perdez vous-même le chemin de la constance dans la quête et dans le maintien du contact entre le visible et l'invisible. Ça vous dit quoi? Que la gestion de mandat, le président Talon est dans le deuxième temps, et dans peut-être le second temps, non, est déjà dans le second temps, est déjà dans le deuxième temps du second temps. Ça dit quoi? Il a passé une année. Il y a les législatives qui pointent. Ces législatives-là seront tournants pour le 2026. J'ai l'impression qu'autour de lui, certains cadres, je ne parle pas des amis, mais pas des cadres positionnés techniquement, ils jouent des jeux pour d'autres. Ça, j'analyse. Je n'ai pas fait, ce que je dis n'est pas scientifiquement démontrable. J'analyse. Je me dis, il faut faire beaucoup attention. Parce que je ne peux pas, à moins que, mais ça fait près d'une semaine, 10 jours, je n'ai pas une communication que ce rapport a été publié avec l'aval du ministre, du gouvernement. Tout. Même le ministre même ne peut pas publier ce rapport. Sans l'aval du gouvernement. Parce qu'il y a d'autres ministères qui l'ont concerné. Ouais, moi, je suis en train de me demander, quel que soit il y a des pertinents, le rapport, vous le lisez, il est pertinent, il y a beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui a géré un peu, même à un niveau plus bas, très bas, il y a des gestions d'opportunités. Au moment où Covid arrivait, le gouvernement ne l'avait pas prévu, ne l'avait pas budgétisé, a fait des dépenses qui n'étaient même pas prévues à la loi des finances. Donc, le gouvernement a fait face à une situation imprévisible, conjoncturelle, mais qui s'est étalée sur des mois, imprévisible. Tout le monde connaît la procédure financière, la gestion des biens de l'État. Il faut que vous ayez l'onction de l'Assemblée nationale. Je pense que cette question a été réglée. Mais après les décaissements, est-ce qu'on peut suivre les procédures normales du décaissement en ce temps-là, en cette période-là, face aux urgences? Est-ce que le gouvernement a pris beaucoup de décisions volontaristes? On est le seul pays à ne pas déclencher l'état d'urgence sanitaire. J'ai écouté Jérôme Humbo ce matin sur vos plateaux, a pu expliquer un certain nombre de choses, a pu aussi soulever certaines questions. Parce que c'est un moment difficile. Est-ce que l'orthodoxie financière suit ces moments-là? Je pense qu'il y a des gestions. Mais est-ce que des gens ont profité de ce moment-là pour s'en mettre plein les poches? Il faut également faire la lumière. La question reste posée. Le Béninois a besoin de savoir. Je pense que le président Talon aussi a besoin de savoir. L'État a besoin de savoir. Et c'est pour ça que je pense que le ministère des Finances a joué le jeu. Puisqu'il s'est dérogé, il a dérogé aux injonctions de la Cour des comptes. Parce qu'il y a eu des correspondances. Mais est-ce que la procédure est terminée? Si oui, qu'on nous le dise. Est-ce que, comme je l'ai entendu aujourd'hui, c'est le rapport définitif qui est, parce qu'effectivement, lorsqu'on dit que bon voilà, le rapport provisoire a été transmis tel jour, il y a eu telle réponse, on se demande, est-ce que c'est le rapport définitif? Alors, si c'est le rapport définitif, les magistrats de la Cour des comptes ignorent-ils cette procédure-là, en ce moment-là? Alors, s'ils l'ignoraient, pourquoi ceux des ministères des Finances et de l'Économie ne nous l'exposent pas, n'exposent pas aux populations la situation réelle? Je pense qu'on a besoin d'informations. Après, les gens peuvent commenter là où ils veulent. Les gens peuvent commenter là où ils veulent, parce que moi, je suis allé un tout petit peu aux nouvelles. Je pense que le ministère des Finances a besoin de mieux expliquer certaines procédures, parce que tout ce qui a été écrit
ne relève pas toujours. Non, tout n'est pas. En tout cas, il y a bien des décaissements qui ne sont pas des détournements et qui vont être justifiés. Mais parce que, au regard de la manière dont les fonds ont été décaissés, de temps, de moment, il y a des justifications qui ne sont pas encore revenues. Et donc, il y a une procédure en la matière qui avait été expliquée. Donc, je pense qu'il est important que tout ça soit expliqué pour qu'il n'y ait pas, pour que la polémique. Alors, la récupération politique, c'est normal. Mais il faudrait que, autour du ministre des Finances et de l'économie, autour du gouvernement, autour de ceux qui soutiennent l'action, le président Talon, que les doutes s'estompent. Pourquoi ça prend du temps, hein, ces explications dont nous avons besoin? C'est une nouvelle situation auquel le gouvernement fait face. Déjà, il gère la vie chère. Et maintenant, cela arrive dans une polémique de trop. Peut-être. Une polémique de trop, mais très vite récupérée. Ce qui est logique. On est dans un terrain politique. C'est logique. Raison de plus pour que le ministre ou bien toute la communication autour puisse très vite sortir et expliquer. Ce n'est pas des dossiers qu'on explique facilement non plus, même si vous avez tous les éléments, parce qu'il faut déjà répondre à l'interne aussi. Il faut déjà faire la lumière à l'interne. Donc, je suis sûr que des choses se passent. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je n'ai pas l'impression qu'il y aura le silence tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des éléments d'explication. Mais là, vous êtes confiant que d'ici quelques temps, on aurait le bout du tunnel et comprend exactement ce qui s'est passé. Mais ça prend du temps. Mais pendant ce temps, la récupération continue et les débats vont dans tous les sens. Oui, c'est pour ça qu'il est souhaitable que ça aille plus vite. Bien sûr. Que ça aille plus vite. Mais bon, vous et moi, on n'est pas les décideurs. Mais il est souhaitable que ça aille plus vite et qu'on comprenne concrètement. On comprenne concrètement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi il y a tout ça là et pourquoi quelqu'un a dû poster ça. Et quel est ça. Je pense que lorsqu'on comprendra pourquoi ce document a été publié de cette manière-là, on comprendra beaucoup de choses. J'ai l'impression que ce qui est en jeu là n'est pas l'orthodoxie du document, c'est beaucoup plus un règlement de compte politique. Mais vous voyez, quand vous dites ça, c'est trop péremptoire, donc il faut attendre que des éléments de preuve, des éléments tangibles arrivent pour rassurer, pour informer. Voilà. Alors vous l'avez martelé plusieurs fois et vous venez de le dire une fois encore, des règlements de compte, vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que c'est déjà l'approche des législatives qui viennent? Vous l'avez dit. Je voulais parler du deuxième temps, du second temps. Oui. Ça dit quoi? Que le second temps, c'est le second mandat. Le deuxième temps, c'est que nous sommes en train de finir avec le moment où tout le monde s'entend sur tout, parce qu'il y a les législatives déterminantes qui arrivent, et donc il y a beaucoup de situations en jeu. Donc c'est possible. Mais on est déjà dans la préparation de l'après-talon. Ça ne peut que... Quand il doit avoir problème, enfin, si les gens doivent se manger, ce n'est pas ceux de l'opposition. Ça, maintenant, c'est autour du chef que ça va se chamailler. C'est passé dans tous les systèmes, dans tous les régimes, en ce moment-là, parce que les ambitions sont humaines et individuelles. Et donc, les ambitions naissent aujourd'hui. Les ambitions étaient tues pour que Talon gère son pouvoir. Parce que c'était au début du quinquennat. Là, on est maintenant dans le second quinquennat. Les gens analysent la fin du président Talon et se disent peut-être, pourquoi pas moi? On soupçonne peut-être des gens de pouvoir être candidats. Donc, il y a tout ça en jeu qui peut créer cette situation, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Donc, l'effervescence d'après Talon, c'est ça qui pourrait être à la base de tout ça? Ça pourrait, oui. Ce n'est pas la première fois. Je vous l'ai dit, nous avons suivi les effervescences de l'après Soglo, avec une fin de mandat assez quand même délicate et calamiteuse. On a connu les effervescences de l'après Yahi et de l'après Kérékou, avec une fin de mandat UBF et tous les ministres pratiquement candidats à la situation de Kérékou, enfin beaucoup de ministres, 4-5, le même gouvernement. On a connu une UBF récupérée, abandonnée par ceux qui étaient les pasteurs dans l'affaire. Ces temps-là sont passés. On a connu les effervescences de la fin du président Yahi, c'est encore hier, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Et aujourd'hui, indubitablement, on va connaître les mêmes effervescences, mais avec quelle ampleur? C'est pour ça que je demande toujours que le président Talon, avec tout le maestria avec laquelle il a géré et gère, qu'il essaye vraiment de remettre de l'ordre dans sa famille politique. Je pense qu'il y a trop déjà les cacophonies ont commencé, c'est autour de lui que ça doit se calmer
et qui doit calmer les gens. Voilà. Est-ce qu'il faut-il attendre l'après-talon ou bien se dire que l'après-talon c'est important et poser de tels actes? Non, je vous explique que ce n'est pas l'après-talon qui est important, c'est que les gens se positionnent pour succéder au talon. Ce n'est pas l'après-talon, l'après-talon c'est quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Donc ce qui est important ici, c'est que nous avons des législatives qui arrivent. Donc c'est déjà, ce n'est pas 2026 qui joue, c'est 2023 pour 2026 qui se joue. C'est 2023 pour 2026. Donc, les gens savent que s'ils perdent le Nord, comme on le dit, pour 2023, ils perdront toute la boussole pour 2026. Donc, du coup, ils se réveillent. Hein? Donc, ça, mais comme je dis, ça, c'est des supputations de consultants. Après, il faudrait quand même qu'on nous rassure. Et nous rassurer, c'est qu'il ne faut pas que ces cacophonie prennent du volume, comme on a connu dans d'autres régimes. On a dit le président Talon gère différemment. Le président Talon a apporté une nouvelle manière de concevoir l'action publique et la gouvernance. Les efforts qui ont été capitalisés depuis 2016, il ne faudrait pas que ces efforts échouent parce que des ambitions, des gens peut-être qui n'ont pas les mêmes préoccupations, prennent le pas sur le souci de maintenir la cohésion dans la maison et surtout de continuer de capitaliser les acquis et de poursuivre le combat. Je pense que c'est important, mais c'est de bonne guerre. Alors il appartient toujours au président Talon et à son proche entourage de prendre les mesures idoines. Voilà, une autre actualité tellement qui est revenue sur nos différents plateaux ce matin, c'est la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et celui qui est là maintenant, Louis Vlavonou, bien évidemment avec les ambassadeurs. Alors, consultant politique à Capite Napoléon Mafricain, quel regard veut porter sur cette rencontre-là, surtout cette rencontre-là entre le président de Patrice Talon et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'ils ont rencontré, c'est peut-être la troisième ou la quatrième fois durant ces 5 derniers mois. Donc pour nous, entre les deux, le dialogue se poursuit. Entre le père et le fils, le dialogue se poursuit. Voilà. Le dialogue se poursuit. Est-ce que vous ne supposez pas quelque chose entre les deux hommes? Non, on peut lier. Vous savez, il y a un problème entre les deux hommes. Il y a Léa Soglo, pas plus. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème sinon deux. Déjà, il y a la perception de la gouvernance Talon, pas le président Soglo. Il y a la perception de la gouvernance et Talon par le président Soglo qui n'est peut-être pas une bonne perception. Mais il se fait que ça se joue sur 25 années, entre 91 et 2016, et entre 91 et 96, où le président Soglo a été aux affaires, et 2016 à aujourd'hui où le président Talon y est, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même conjoncture, ce n'est pas les mêmes exigences, ce n'est pas la même, disons, situation. Ce n'est pas non plus la même réalité. Ce n'est pas la même réalité, voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'entre les deux, il y a Léa Soglo. Donc, est-ce qu'on a parlé de tout ça? On ne peut pas le savoir. On n'est pas dans le secret. Léa Soglo a une situation judiciaire. Le président Soglo est le père de Léa, proche du président Talon avant. Donc, est-ce qu'ils en ont parlé? Je ne sais pas. Mais, sans doute, on ne peut pas faire de telles rencontres sans évoquer peut-être cette genre de situation. Les hommes se parlent et que les hommes sont ceux qui enclenchent les actions. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas régler. On peut régler toutes les situations. C'est les hommes qui règlent les situations. Et on ne peut pas régler les situations en ne se parlant pas. Donc c'est déjà un pas qui se parle. Et j'espère bien que, au nom du peuple noir, au nom de la paix, au nom donc de la cohésion, mais au nom de l'État et du respect de l'État et de son autorité, les mesures qui doivent être prises pour être prises. Ces rencontres déboucheraient, j'espère bien, sur de quoi permettre au Bénin d'être encore plus solide demain. Pour moi, la solidité, c'est aussi bien la paix, la cohésion nationale, que la rigueur et la fermeté dans la gestion, dans les procédures, dans le respect de l'autorité de l'État. Il suffit de trouver le juste milieu.
Alors, le chef de l'État a aussi rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, et évidemment, celui qui est là, Louis Vlavonou. Alors, hein, dites-moi, est-ce que, selon vous, en consultant politique que vous êtes, ce n'est pas dans la perspective des législatives de janvier prochain? Bien, mais écoutez, en tout cas, c'est des... Tout porte à croire que les législatives sont peut-être à la base de cette rencontre. D'accord, enfin, on veut bien le croire. Moi, mon humble souhait serait qu'on ne retouche à rien, au nom de rien. Pour moi, j'estime que nos tests ont fait leur preuve lors des législatives de 2019, lors des communales de 2020, lors de la présidentielle de 2021. Et j'aurais tellement souhaité et aimé qu'on ne retourne pas, au point, au temps passé. On a fait du chemin. Les réformes ont été, c'est des réformes difficiles sans doute, mais ils ont été implémentées. Il faut les renforcer lors des législatives prochaines. Donc pour moi, ces rencontres sont sans doute des rencontres de routine, de bonnes rencontres, mais j'espère que ce n'est pas pour qu'on retouche au texte pour faire plaisir à tel camp ou à tel autre au nom de quelconque inclusivité. L'inclusivité pour moi, c'est que les gens dérogent aux textes qui sont là, que les gens respectent les textes de la République et que chacun joue son rôle. Voilà. Donc, après, le consultant n'est pas le payeur, c'est pas le décideur, il n'est pas lui, il n'a pas de mandat. Donc, voilà, les gens des mandats feront ce qu'ils veulent faire. Mais le souhait est que nous renforcions déjà ce qu'on a commencé en 2019. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a des gens qui ont été jugés, il y a des gens qui ont été blessés, il y a l'autorité de l'État qui a pris des coups. Voilà. Si on a fait tout ça, si on doit retourner en arrière, ce ne serait pas bien. Alors, vous le disiez tout à l'heure que vous n'auriez pas souhaité qu'on retouche au test. Est-ce que, si éventuellement la question des 10% avait été abordée par le chef de l'État, est-ce que vous en dites à ce propos? Moi, je ne suis pas décideur, je suis un analyste. Comme je le dis, il n'y a rien à toucher au test pour moi. Il n'y a rien. Je le disais déjà avant. Il n'y a rien. On n'a rien à toucher. C'est à toucher, c'est de mettre quelques dispositions en cohésion. Mais en dehors de ça, il n'y a rien à toucher. Nos tests sont bons. Les réformes sont vraiment, à mon humble avis, on avait besoin de réformes. Il faut maintenant que les acteurs politiques se disciplinent et se mettent en ordre de bataille pour aller aux élections. Alors que les acteurs se mettent en ordre pour aller aux élections, les chefs d'État ont également rencontré ces ambassadeurs. Il a été peut-être sûrement question de la diplomatie et bien d'autres choses, des questions d'actualité nationale. Ou politique, oui. Ou politique. International. International, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a la question de la guerre en Russie ou en Ukraine qui impacte l'économie africaine. Oui, on va y revenir aussi avec la visite du président Macky Sall. Donc, non, c'est pour vous dire que, voilà, le chef d'État, c'est là où, sur quel levier appuyer pour gérer son mandat. Donc, pour moi, nous attendons de voir les effets de ces rencontres. Alors, en somme, cette rencontre avec toutes ces personnalités, en tant que consultant politique que vous êtes, quel est le regard que vous mettez généralement en global sur cette rencontre-là? La question est de savoir s'il faut lier les trois rencontres ou il faut les délier, les dissocier. On peut faire les deux. Et selon qu'on fasse les deux, ce n'est pas les mêmes résultats. Si on lie les trois, ça veut dire qu'il y a des mesures et certaines mesures auxquelles on doit s'attendre. Ça veut dire qu'il y a quelques situations en l'air. Hein. Bon, voilà, parce que, bon, voilà, quand même, le président Soglo, l'ancien président de l'Assemblée nationale et les diplomates. Et quand on voit un peu ce que pensaient certains diplomates, à tort ou à raison de ce que nous faisons, on peut voir que, bon, politiquement, peut-être qu'on a parlé de quelques réformes politiques. C'est pour ça que je vous dis, personnellement, je n'aurais pas souhaité vraiment qu'on retourne en arrière. Parce que beaucoup... Qu'on retouche au test. Qu'on retouche à rien. Moi, ça c'est bon. Mais on peut y aller. Puis l'Assemblée va reprendre sa plénière bientôt. Et il y a beaucoup de sujets possibles qu'ils peuvent aborder. Donc ça, vraiment... Bon, mais cela dit, vous voyez, le gouvernement est aux affaires. Le chef de l'État, c'est lui le chef de la nation. Il sait où il va. Donc, on sera demain ou après-demain, globalement, quelle est la finalité de cette rencontre. Alors, si on prend isolément la rencontre, bon, donc, avec le président Soglo, je dis ce que j'avais à dire, avec le bureau de l'Assemblée nationale, on peut peut-être pouvoir un peu analyser l'environnement. Parce que, regardez, les anciens présidents de l'Assemblée, c'est quand même des éminences politiques. Aujourd'hui, hein, que ce soit l'actuel, que les autres, sont tous parties prenantes aujourd'hui. Donc,
Peut-être qu'on a parlé politique. Peut-être on a parlé politique, voilà, et politique. Avec un diplomate, peut-être qu'on a parlé des affaires étrangères. Affaires étrangères, politique nationale et internationale. Voilà. Alors, une dernière actualité qui est revenue sur les plateaux de dimanche politique de ce matin, c'est la visite du président Macky Sall au président Poutine et le président Macron, toujours dans la quête de la résolution de la crise en Ukraine. C'est bien. Est-ce que Bon, on va écouter. Macky Sall reste le mandat africain. Les présidents de l'Union africaine. Voilà. Donc, en tant que président de l'Union africaine, peut-être qu'il allait porter la voix donc, de l'Afrique à ces deux présidents. Le président Macron, qui est francophone, qui est le président de la France, donc nous parlons français, d'accord, mais bon, avec le manteau de l'Union africaine, c'est pas la France, c'est pas la langue française qui est en jeu, mais peut-être que le rôle, parce que le président Macron était lancé dans une sorte de médiation au début de la crise, peut-être, bon, donc il a dû aller échanger avec. Ensuite, avec la Russie, oui, aujourd'hui, il faut bien aller en Russie, il faut bien aller parler avec Poutine. Voilà, quelle mesure peut-être trouver un modus vivendi. Pour moi, au début de la crise, j'estimais que, oui, Macky Sall et que le président Poutine avait des raisons de s'inquiéter de l'OTAN à sa porte. Mais quand on en arrive à tant une situation comme ça, UBS, de guerre, de tuerie, de bombardement, de tout, bon, il y a quand même un gros pas. Donc voilà, c'est ce que Macky Sall a vocation à calmer la tension et peut-être la faire cesser. Et disons le feu, pourquoi pas. Alors, selon un communiqué de la présidence sénégalaise, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de l'Union africaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. Voilà, ton acte. Espérons que ça donne une suite. Espérons que ça donne une suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, entre la rencontre entre le président Poutine et Macron, la table était vraiment longue, mais avec le président Macky Sall, c'était une petite table. Qu'est-ce que... Je ne m'occupe pas des effets. Je m'occupe pas de... Ce qui compte, c'est la qualité du dialogue. Donc, ce n'est pas les effets de style. Vous voyez. C'est des détails que les journalistes qui ont envie de... C'est des détails qui frappent. Oh oui, mais bon, écoutez, ce qui frappe, ce qui impacte, c'est toujours la qualité de la communication. C'est la qualité du dialogue. Donc, Poutine est l'un des premiers présidents que le président Macron a reçu au palais de l'Élysée à son arrivée au pouvoir. Alors, Poutine, on peut compter comme les présidents qui sont rendus en Russie dans la foulée de la guerre. Macron l'a fait. Donc, pour vous dire, moi, je ne vois pas si fondamentalement quelque chose oppose Poutine et Macron. Mais après, Poutine est en Russie. Macron est président de l'Europe occidentale, donc de la France. La France avec ses valeurs. Donc, et aller tenter de chercher pourquoi. N'oubliez pas le Sénégal, Macky Sall a beau être président de l'Union africaine, le Sénégal, c'est l'une des chasses gardées de la France. C'est l'un des chouchous donc, de la France. Donc, ne demandez pas que ces éléments n'agissent pas dans un certain nombre de choses. Ça dépend du contexte, ça dépend de quand. Ça dépend de certain nombre de paramètres que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça que je dis, je préfère ne pas me mêler. Ce qui importe, c'est la qualité du dialogue, c'est la qualité de la communication, c'est plutôt les lendemains, c'est-à-dire tout ça pour quel résultat? Voilà, justement, tout ça pour quel résultat? Avec le manteau du président de l'Union africaine, il est allé également en France. Est-ce que vous pensez que ces deux déplacements vont apporter quelque chose de plus que tout ça, je veux dire que c'est la qualité de la communication. En dehors de ça, il va falloir voir. Les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Alors donc, ça dépend de comment il a convaincu. Qu'est-ce qu'il a mis sur la table? Ça ne va pas son déplacement qui fera qu'on va débloquer ci ou ça. C'est la qualité de la confiance, donc la qualité de la communication entre les hommes, entre les acteurs. Voilà. C'est un jeu d'acteurs. Qui a pu convaincre qui? Qui a pu rassurer qui? On peut même ne pas déplacer et convaincre et rassurer. Donc, ce n'est pas le déplacement en lui-même. Le déplacement, c'est logique, c'est l'un des moyens peut-être les plus efficaces, pour ne pas dire efficaces, les plus à même donc de faire de faire passer le message à celui de la vie. Mais il y a plusieurs autres moyens. Donc pour moi, ce qui compte, c'est les résultats. Donc attendons de voir quels résultats tout ça va donner.
Alors, attendons de voir hein, au lendemain de cette visite-là, le président Macky Sall dit l'autre difficulté réside dans la disponibilité des bateaux devant s'aventurer en Ukraine pour transporter la marchandise. Encore que Poutine a eu à donner son principe d'accord pour justement, ne serait-ce que donner un peu de satisfaction à cette rencontre-là. Mais le problème, l'inquiétude de Macky Sall, c'est la disponibilité des bateaux devant s'aventurer voilà, en Ukraine pour... On revient encore au même niveau, la qualité de la communication, la qualité du contenu. Vous savez, qui ont pris les mesures, c'est les hommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les jointes, les hommes. Ils prennent les mesures, ils peuvent revenir sur les mesures, ils peuvent assouplir les mesures, ils peuvent endurcir les mesures. Donc, ça dépend toujours de la qualité de la communication, de la qualité de la confiance, de la qualité des échanges entre les acteurs dont le jeu donne ce que nous constatons sur le terrain. Alors, Agapite Napoléon Maforican, un mot pour conclure cette émission? Écoutez, comme je l'ai dit peut-être au début, je pense qu'au niveau de l'État, il va falloir que chacun prenne conscience que nous abordions une phase où les principes, l'enthousiasme de 2016 va s'estomper progressivement parce qu'on n'est plus à la conquête du pouvoir, on est peut-être à la reconquête du pouvoir, non plus par celui qui a incarné, qui a réuni, qui a créé une synergie entre tous, mais lui, il est en train de vouloir finir, soit très tôt, on connaît le futur chef, soit très tôt, il garde la main pour qu'il n'y ait pas de cacophonie ambiante encore à 3 ans et demi, pour ne pas dire à 4 ans de la fin du mandat. Et on a encore du temps. Voilà, merci Agapite Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Merci, c'était le décryptage de ce dimanche 12 juin 2022. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.